Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télébilingue en ce mercredi 16 mars. Voici les titres de notre info. Solidarité sportive. 27 cyclistes juniors ukrainiens ont trouvé refuge à Macolin et s'entraînent au vélodrome de Granges. Notre ciel s'est teinté aux couleurs du sable du Sahara. Cette surcharge de particules fines est-elle nocive pour notre santé ? Le baromètre électoral lancé par l'association Jura Bernois Bienne n'est pas encore très motivant à 11 jours des élections cantonales. Ils étaient en pleine compétition lorsque la guerre a éclaté en Ukraine. 27 cyclistes sont alors conduits d'urgence en Pologne par leur entraîneur. Il y a 2 semaines, c'est en Pologne que la Fédération suisse de cyclisme a décidé d'aller chercher ces jeunes sportifs pour les amener au centre de Macolin. Depuis, ces jeunes espoirs du cyclisme ont repris leur entraînement sur la piste du vélodrome de Granges pour certaines et certains et sur les routes de Suisse pour d'autres. Loris Studer les a suivis pour nous à leur entraînement mardi. Avec des maillots presque tous différents, dont certains floqués de la croix suisse, les cyclistes ukrainiens et ukrainiennes enchaînent les tours de piste au vélodrome de Granges. Pour ces sportifs et sportives, pédaler est le meilleur moyen de surmonter les pensées liées à la guerre. Oui, bien sûr. Pour nous, le sport est la meilleure des thérapies. Depuis leur arrivée, ils et elles ont trouvé une nouvelle routine en Suisse. On va à l'école, mais dans notre cas, c'est une école de langue. Nous avons aussi des entraînements au vélodrome ou sur les vélos de route. Une vie normale comme tout le monde. Les cyclistes sont autonomes et prennent le train pour se rendre à l'entraînement depuis Macolin. Dès le début de la guerre, Swiss Cycling s'est réuni pour savoir ce qu'il était possible de faire. Pour le directeur, pouvoir aider d'autres athlètes est parfois plus important que de gagner des médailles olympiques. C'est différent de dire « je pourrais aider en offrant mon hospitalité, j'aimerais bien aider » ou vraiment faire quelque chose. Chez nous, à l'interne, plusieurs personnes étaient prêtes en quelques heures à partir pour vraiment faire quelque chose de concret et pas une action sans réfléchir dans la précipitation, mais aller jusqu'au bout. L'entraîneur de l'équipe de Suisse masculine de piste s'est proposé à les entraîner. Je trouve que c'est une belle expérience. C'est se retrouver autour de la passion du vélo, quels que soient les événements. Et je trouve ça vraiment très joli d'être un petit peu en dehors du temps et de se retrouver sur ce vélodrome. Les cyclistes sont tout seuls en Suisse. Léonid Fomenko écrit souvent à ses frères et à sa mère en Allemagne. Katerina Badiak contacte tous les jours sa famille restée à Kiev. Oui, nous avons des contacts avec nos familles. J'ai des contacts avec ma famille via Messenger, mais d'autres familles n'ont pas de contact à cause de la situation en Ukraine. Other families didn't have a contact because in Ukraine Il y a une mauvaise connexion téléphonique à cause de cette situation. Beaucoup de familles se trouvent dans des abris et ne peuvent pas avoir d'informations de leurs parents ou enfants. Selon Michael Bouget, si cette situation devait perdurer, il est envisageable que les meilleurs cyclistes ukrainiens et ukrainiennes soient associés à l'équipe de Suisse pour préparer les championnats d'Europe junior au Portugal au mois de juillet. Et il n'y a bien sûr pas que des cyclistes ukrainiens qui ont pris la route de l'exil vers la Suisse. Le canton de Berne s'attend à devoir accueillir 30 000 réfugiés venus d'Ukraine d'ici la fin de 2022. La direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration espère héberger un maximum de personnes dans des structures collectives. Dans notre région, l'ancien foyer éducatif de Presles devrait pouvoir accueillir à partir de samedi déjà plus de 150 personnes. Et suite de l'affaire des licenciements du personnel de nettoyage de la clinique Hirslanden des Tilleuls à Bienne.
Le syndicat UNIA annonce qu'une première rencontre constructive a eu lieu entre les représentants du syndicat et ceux de la clinique. Le but est de trouver une solution socialement supportable pour les femmes qui avaient été licenciées le 22 février. UNIA se réjouit que la glace a enfin été rompue et qu'une discussion est possible. Il aura tout de même fallu que le syndicat dépose une pétition pour faire bouger les choses. D'autres dates pour de futures négociations ont déjà été fixées. 1,2 million de francs par année pour aider les sans-abri. Le conseil municipal biennois a accordé ce montant à 4 organisations d'entraide en prolongeant leur contrat de prestation jusqu'à fin 2023. Il s'agit du fournisseur de logements Casa Nostra, du foyer d'accueil temporaire de l'Armée du Salut, de la structure d'accueil d'urgence Slip-In et de la cuisine populaire Vagos. Selon la ville, ces lieux jouent un rôle primordial dans l'intégration sociale des sans-abri et des toxicomanes. Vous l'aurez sans doute remarqué, ces derniers jours, notre ciel s'est teinté de tons jaune orangé. Rien d'inquiétant à cela, cette coloration provient de particules de sable du Sahara apportées par le vent du sud, un phénomène pas si rare que cela. Mais tout de même, qui dit poussière de sable dit augmentation des particules fines dans l'air. Cette pollution naturelle a-t-elle des conséquences sur notre santé ? Réponse de Roxane Flamand. 2 images du site de diffusion de Chasseral. À gauche, il y a une semaine, et à droite hier, avec un ciel teinté d'une couleur jaunâtre. Celle-ci est causée par des poussières du Sahara. Elles ont fait le trajet jusqu'en Suisse, poussées par des vents du sud. Pour le responsable communication de la direction de la santé du canton de Berne, la quantité de particules présentes hier était importante et peut représenter un danger pour certaines personnes. Si la poussière peut être transportée par des si grandes distances, ça montre qu'il s'agit de toutes fines particules. Et puis, ces particules peuvent vraiment être dangereuses, au moins embêtantes pour des personnes qui ont des problèmes respiratoires ou par exemple l'asthme. Ça, c'est clair. D'après l'Office fédéral de l'environnement, c'est seulement après une longue exposition que des problèmes de santé importants peuvent apparaître, comme des difficultés respiratoires ou des maladies cardiovasculaires. D'après les prévisions de Météo Suisse, ces particules de poussière du Sahara devraient encore nous accompagner durant une partie de la journée de jeudi, avant d'être emportées par un courant de bise. C'est la poussière elle est d'abord à une certaine altitude, puis elle va avoir tendance à descendre vers le sol progressivement par l'effet de la gravité, bêtement. Donc, et puis après, dès qu'il n'y aura plus d'apport, cette poussière va tout simplement se déposer. Et puis, s'il y a d'autres vents qui arrivent, par exemple comme la bise, elle va être chassée en fait au bout d'un moment. Donc, c'est d'autres vents qui sont sans poussière qui vont débarrasser en fait l'air de cette poussière. Mais ça va prendre un petit peu de temps. L'Office fédéral de l'environnement précise que même si la poussière du Sahara peut être une nuisance pour l'homme, elle a des vertus positives pour l'écosystème. En tombant sur le sol, les particules agissent comme un engrais. Le taux de participation aux élections cantonales est trop faible dans le Jura bernois, soit 10% de moins que dans le reste du canton. Fort de ce constat, l'association Jura bernois Bienne, qui regroupe les communes du Jura bernois, Bienne et Évillard, a lancé le 17 février un baromètre électoral censé motiver les gens à aller voter. À 11 jours avant les élections, force est de constater que cette initiative ne semble pas encore vraiment porter ses fruits. Pourquoi ? Tentative d'explication de Raphaël Grunder. Saint-Imier s'est fixé comme but une participation de 38% aux élections du 27 mars, ce qui serait un bon résultat pour la commune. Pour l'instant, elle est encore loin du but, puisque jusqu'à présent, seuls 4% des gens ont voté. On espérait quand même dépasser les moyennes traditionnelles de Saint-Imier qui sont très basses. J'entends à Saint-Imier, on vote faiblement par rapport au Jura bernois et au canton de Berne. Puis là, on espérait d'être un peu mieux. Ça n'a pas encore se développé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore leurs enveloppes à la maison, puis qui iront voter ces prochains jours. Mais oui, un peu soucieux quand même. Une plus grande participation aux élections et un plus grand intérêt pour la politique devraient également avoir des effets positifs pour le Jura bernois au niveau national. Depuis les élections de 2019, le Jura bernois n'a plus de représentants au Parlement fédéral. Le baromètre électoral est un des outils qui devrait atténuer le manque d'intérêt pour la politique
de la population du Jura bernois. L'un des initiants de ce projet est Gérard Py, maire de Cormoray. Donc à ce jour, 27 enveloppes sont rentrées. Donc on est à 7% de participation. Cormoray, on était déjà à 43% pour 2019 et nous on a fixé par exemple un objectif à 50%. D'autres communes, et notamment les grandes communes, c'était le cas de Saint-Imier et également de Moutier, les participations étaient plus faibles. Donc souvent dans les plus grandes localités, c'est plus difficile de faire participer les gens. Les élections du 27 mars sont un test en vue des élections au Conseil national de 2023. Les communes sont ambitieuses. Elles essaient déjà d'atteindre les jeunes avec des flyers. Mais à Saint-Imier, on travaille à un projet de plus longue haleine pour augmenter la participation des jeunes aux élections. Le Parlement des jeunes, donc c'est un moyen d'intéresser nos jeunes qui ne font pas de la politique pour l'instant à l'affaire politique. Est-ce que ça va, d'ici 2 années, développer une conscience politique? On s'interroge, mais on espère quand même que cette voie-là soit une bonne voie. Le baromètre est en fonction. Presque toutes les communes ont déjà commencé à enregistrer le nombre de bulletins de vote entrant dans le baromètre. Pour les ayants droit, il reste encore 11 jours pour glisser son bulletin dans l'urne. Et d'élections cantonales, il va encore en être question tout de suite. Place en effet à un nouvel épisode de notre jeu politique, Politique Tac, qui devrait lui aussi inciter les gens à aller voter. 3 représentants de partis du Jura bernois qui briguent des sièges au Grand Conseil bernois se livrent à l'épreuve de répondre en moins de 15 secondes. Top chrono. Alors, Pauline Weiss, j'habite à Moutier, je suis conseillère de ville depuis maintenant 4 ans et scrutatrice aussi au conseil de ville et je suis très impliquée dans des activités culturelles et sportives de la ville. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Schwar, je suis agent immobilier, je fais partie d'une famille recomposée et j'ai été éducateur et voilà. Donc je m'appelle David Vieille, je suis candidat au Grand Conseil pour représenter l'écologie et les intérêts des générations actuelles, celles de mes enfants et celles à venir. Agriculture. Est-ce que tout devrait être bio? Alors dans un idéal, oui, on aimerait que tout soit bio, mais bien sûr, ce n'est pas non plus possible tout de suite. Le but maintenant, c'est de vraiment commencer à une transition pour que tout devienne le plus bio possible et le plus équitable possible, que ce soit au niveau de ce qu'on produit et de comment c'est produit. Alors, évidemment, dans le principe, j'aimerais bien que tout soit bio. Après, je me rends bien compte aussi qu'on est aussi obligé d'avoir certains produits finalement phytosanitaires. On est obligé d'avoir aussi certains rendements. Mais l'idéal, ce serait que... À mon avis, le bio a un énorme potentiel. Il y a de nombreuses études qui montrent qu'on pourrait nourrir la planète en bio. Il suffirait juste de manger un petit peu moins de viande et puis la santé, notre santé en fait en bénéficierait et l'environnement aussi. Le système de santé a atteint ses limites. Vrai ou faux? Non, je ne pense pas que notre système de santé a atteint ses limites. Il y a toujours des perfections qui sont possibles. Et nous avons un système de santé de très grande efficacité en Suisse. J'y crois. Je pense que le Covid nous a permis de réfléchir justement au système de santé, à comment nous nous soignons, comment nous défendons notre corps, notre immunité. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel, notamment pour les médecines complémentaires, alternatives. Je pense vraiment que c'est faux. On peut encore faire beaucoup plus pour les employés du système de la santé, valoriser leur travail, mais aussi améliorer l'accueil des patients et faire encore plus dans ce domaine-là de la santé qui est très important pour nous au PSA. Si vous pouviez avoir une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans le canton? Je pense que je changerais principalement tout ce qui concerne l'énergie. D'abord, se focaliser sur la sobriété énergétique parce qu'on parle beaucoup des énergies renouvelables. Mais on oublie beaucoup la sobriété et on pourrait faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'énergie. Il y aurait beaucoup de choses peut-être à changer dans le canton, dans un monde idéal. Ce que je changerais surtout, c'est vraiment donner plus de chance à tout le monde, que ce soit au niveau de l'égalité des hommes et des femmes, que ce soit pour les plus pauvres, les plus faibles, et aussi de tout ce qui est en écologie et mobilité douce. J'essaierai d'améliorer en fait plusieurs points. Le point au niveau de l'économie, le point au niveau des énergies
et aussi le point, tout ce qui est en lien avec, j'ai envie de dire, et la santé et l'agriculture. Porter notre regard vers la Lune et les étoiles pour peut-être un peu comprendre ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec vous, Lucas Viglietti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claudia, merci de m'accueillir. Alors vous êtes pilote de ligne et commandant de bord long courrier. Vous êtes le fondateur de Suisse Apollo, donc un énorme passionné de cette mission. Apollo, quel sens on peut lui donner aujourd'hui, à l'heure où tout se passe au sol et où on entend le bruit des bombardements et des chars? En fait, l'espace a toujours été un lieu de paix, un havre de paix, où tout le monde se retrouve dans une zone qui appartient en fait à toute la population mondiale. Et de par l'histoire, par exemple au plein milieu de la guerre froide dans les années 70, on se souvient d'Apollo-Soyouz, cette fameuse poignée de main entre les Américains et les Russes dans l'espace. Donc, en fait, cette fraternité intrinsèque qui est par rapport à cette conquête spatiale ou l'exploration spatiale, elle est toujours d'actualité avec la station internationale où, à l'heure où on se parle, il y a toujours en fait une certaine coopération qui se fait entre tous les pays, y compris les Américains et les Russes. Mais c'est une coopération qui est quand même très mise à mal aujourd'hui. On le sait, vous venez de l'évoquer, c'était la guerre froide, c'était l'époque où il y avait d'énormes tensions entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, des tensions qui sont à nouveau là. Est-ce que ça résonne encore différemment chez vous, très personnellement, de voir ce qui se passe? Oui, effectivement, ce sont des souvenirs qui ressurgissent et puis ce n'est pas agréable pour tout le monde. Mais j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en notre faculté de trouver des solutions et puis j'espère qu'il y aura bientôt des pourparlers de paix et puis qu'on puisse poursuivre aussi cette coopération, que ce soit dans l'espace ou sur Terre, avec tous les pays, puis d'essayer d'avoir une certaine, disons, philosophie qui nous permette de vivre en paix ici. Ça serait vraiment souhaitable. Alors ce livre que vous venez de sortir, ce sens qu'ont pu lui donner, c'est justement celui de se dire, de garder espoir en cette humanité, un espoir que nous sommes peut-être beaucoup à avoir perdu en cette période? Absolument. Et puis, pour moi, c'est important d'expliquer cette histoire du point de vue humain. Premièrement, d'expliquer que chacun d'entre nous, on a nos forces, nos faiblesses, on a nos points forts, nos points faibles, quoi que ce soit. Mais on arrive toujours à destination, on arrive toujours à réaliser nos rêves si on croit en soi, et que ce soit du point de vue donc personnel ou par rapport au niveau d'un pays. Je pense que c'est important de réaliser que c'est une question de penser de telle manière que tout devient possible. Alors tout devient possible, il y a quelque chose, une phrase que vous dites dans votre livre, que vous avez été frappé en fait par l'acharnement et la détermination montrée par ces 12 hommes et ces hommes qui ont fait l'histoire de la conquête spatiale. C'est au fond ce dont font preuve aujourd'hui les gens sur le terrain en Ukraine? Oui, et puis je pense qu'une faculté qui est importante à tout un chacun, c'est la résilience. C'est-à-dire, c'est cette force que tout un chacun a de pouvoir surmonter vraiment tous les obstacles. Et puis pour chacun d'entre nous, après 2 ans de Covid, on a aussi atteint une certaine résilience. On devient plus résistant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle dans cette tragédie. Et puis avec les guerres, malheureusement, c'est aussi une question de résilience. Et puis c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe. Et puis j'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Alors vous-même, vous en faites pas mal preuve de résilience puisque vous avez été bloqué au sol pendant cette pandémie, mais surtout par rapport, je dirais, à ce complotisme, à toutes ces théories qui ont ressurgi très très fort pendant cette pandémie, et notamment sur le fait qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Vous voulez absolument rétablir, j'allais dire, un peu les faits, la vérité?
Pour moi, il n'y a rien à rétablir vu que c'est évident qu'ils ont été sur la Lune. Maintenant, il y a tellement d'images aussi de satellites, même dernièrement un satellite, que ce soit indien, russe, américain, japonais, où on voit des images, les fameuses images des pas de ces hommes sur la Lune. Puis c'est intéressant, Claudia, que vous m'en parlez maintenant, parce que ce matin, lorsque j'ai cherché à l'aéroport de Genève Dave Scott, donc le commandant d'Apollo 15, lui-même en a parlé. Parce qu'on voyait cette Lune qui s'en allait à l'horizon. Et puis il me disait, tu vois, c'est quand même incroyable, il y a toujours des gens qui croient qu'on a pété sur la Lune. Et effectivement, c'est un peu leur destin. Ouais. Alors justement, vous nous parlez de Dave. Vous proposez en fait dans votre livre vraiment une entrée, vous racontez leur histoire, vous nous le racontez d'un point de vue humain avec tout plein d'anecdotes en fait qui sont issues de vos rencontres et de différentes. Comment vous les avez compilées puis comment au fond vous avez choisi les anecdotes? En fait, pour moi, c'était important de démontrer justement que tout un chacun, on a notre parcours de vie et puis je pense pour très peu de gens, le parcours de vie est idéal ou rectiligne ou parfait. Et puis, si moi-même, je l'avais su comme enfant, ça m'aurait évité bien des peines. Parce que si on m'avait mis mon livre, mon chevet m'aurait dit, lis ça, tu verras, tout est possible, même si tu as des problèmes là ou là. Eh bien, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, pour moi, c'est important maintenant, avec mon expérience de vie, de redonner un peu aux jeunes, même aux adultes, et puis de leur expliquer, voilà, la vie, c'est une question de résilience, comme je l'ai dit avant, c'est une question de croire en soi, de croire en ses rêves. Et à force, même si on a mauvais caractère, parce que ce que vous nous montrez dans ce livre, c'est que ces hommes qui sont allés, ces femmes qui sont aussi allées dans l'espace, eh ben c'est des sacrés numéros. Hein. Des fois, c'est souvent, ils ont un humour potache, ils sont très fanlaires, casse-cou, un seul caractère, et que des fois, c'était même carrément des intrigues. On pense à Neil Armstrong qui avait été désigné comme premier homme à poser son pied sur la Lune, et là derrière, en fait, se cachait presque un complot pour qu'il ne le fasse pas. Ah, absolument, absolument. Et puis, je le répète, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et puis, pour moi, c'est important de sortir de cette image d'Épinal et puis de montrer le vrai caractère de ces personnages pour mieux les comprendre et puis justement pour en tirer profit par rapport à sa propre expérience, à ce qu'on vit et puis de mieux comprendre l'autre. Alors ce week-end, le 18-19 mars, vous proposez un spectacle-conférence qui s'appelle Legends of Space, où vous allez proposer quoi exactement ? Alors, c'est une grande pause de respiration dans ces moments difficiles. Et puis, ce qu'on offre, ce sont 2 jours de festivités extraordinaires. Donc, ce vendredi 18, le samedi 19, il y aura la patrouille suisse, il y aura des expositions, il y aura des points selfie, il y aura vente de boissons. Qu'est-ce qu'on y verra et qu'est-ce qu'on pourra entendre, en fait? Et il y aura plein de légendes de l'espace, c'est-à-dire qu'il y aura 2 marcheurs lunaires des 4 qui sont encore en vie. Donc, comme je l'ai dit avant, Dave Scott, Charlie Duke, il y aura Jerry Griffin de Mission Control, les gens de Houston qu'on entend aussi beaucoup. Et il y aura aussi Claude Nicollier, il y aura aussi des femmes, c'est important. Il y aura la première femme américaine à sortir dans l'espace. Il y aura la première femme d'origine hispanique d'être allée dans l'espace. Il y aura Holly Riding, une femme également qui est la chef du programme Artemis de la NASA à Houston. Donc on verra la première femme sur la Lune. C'est l'avenir en fait. Hein. C'est encore aujourd'hui, on rêve d'aller dans l'espace. C'est quelque chose que vous trouvez bien, qu'on y repense, alors qu'aujourd'hui on parle plutôt protection du climat, on arrête de voler dans les airs. Vous êtes un peu à contre-courant, non ? Et puis en fait, c'est une excellente remarque parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, tout ce que vous venez d'évoquer, la protection de la nature, la navigation, la communication, la technologie qu'on utilise sur Terre, elle vient de l'espace. Grâce aux satellites GPS, grâce à l'observation de la Terre. Maintenant, par exemple, on arrive depuis l'espace avec des satellites de voir où sont les bateaux de pêche qui font de la pêche illégale dans les zones protégées, ou bien de pouvoir quantifier la déforestation en Amazon, de pouvoir essayer de contrer tous ces malheurs qui se passent ici. Donc, sans les outils qu'on a mis dans l'espace, il ne se passe plus rien sur Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'avenir de la Terre, c'est dans l'espace ? Que ça se joue encore aujourd'hui ? Absolument, absolument. Lucas Viglietti, merci pour ces explications. Et puis, on invite évidemment nos téléspectateurs et téléspectatrices à vous rejoindre du côté de Lausanne pour ce spectacle qui les fera voyager dans l'espace. Merci.
C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cette édition et vous allez passer la suite, évidemment, sur notre chaîne Télébilingue.